Salut les fêlés! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fêlés, votre blessure vaut de l'or, le podcast où les coups durs deviennent des tremplins. Je suis Flavie Carrette et ensemble nous allons plonger, sans filtre, dans l'histoire d'un sportif de haut niveau qui, malgré des blessures marquantes, a su se réinventer et se dépasser. Ici, on explore l'humain derrière l'athlète, ses doutes, ses vulnérabilités et aussi ses victoires. On va découvrir comment cette épreuve a changé sa trajectoire et l'a aidé à aller encore plus loin. Préparez-vous à être inspiré par ce récit puissant. C'est parti! Bonjour à tous, je suis avec Marie Bouchard, athlète spécialisée dans le demi-fond, qui a à son actif plusieurs sélections en équipe de France et récente vice-championne de France de cross-country. Elle est aussi interne en médecine physique et réadaptation. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Marie. Merci Flavie, merci pour l'invitation, je suis aussi contente d'être là et j'espère qu'on pourra aider d'autres sportifs. Exactement, je nous le souhaite aussi et j'ai aucun doute là-dessus. Pour démarrer, comment tes proches te décriraient? Et je dirais persévérante. Où t'es-tu en fonction du contexte, mais persévérante. Ouais. Est-ce que tu peux démarrer par nous raconter un peu le contexte de ta ou de tes blessures? Oui, alors j'ai une blessure en particulier qui m'a longtemps embêtée. C'est une blessure au tendon d'Achille. Ok. Alors la première fois que j'ai eu mal, c'était sur une course de 3000 mètres steeple. J'étais aux États-Unis. Et sur la première réception rivière, j'ai senti une petite gêne, une petite douleur, mais bon, j'ai continué la course. Sur cette course, finalement, je bats mon corps. Et derrière, je pouvais plus marcher. Donc, finalement, j'avais des micro-fissures, syndrome d'Adlung, enfin voilà, j'ai un peu traîné ça. Et ça s'est chronicisé avec le temps, finalement. Et là, je touche du bois. Là, ça fait 6 mois que je suis plus du tout embêtée. Et donc, la blessure remonte à 2018 quand même. D'ailleurs, tu parlais que tu t'étais blessée aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous en parler plus de ce contexte-là? En fait, j'ai eu la chance d'avoir une bourse sportive dans une université. Donc, j'étais à l'université de San Francisco, USF. Ok. Vraiment, j'ai passé 2 années incroyables. Vraiment le rêve américain, quoi. J'étais dans une équipe très multinationale. On était pas mal d'Européennes finalement dans l'équipe. Et puis on était toutes sur la même longueur d'onde, vraiment des super amies. Et donc le niveau fait que et la densité là-bas font que on progresse tout ensemble, on se tire vers le haut. Et sur les compétitions, enfin il y a une densité incroyable quoi. Donc vraiment ça tire tout le monde vers le haut et puis des performances qui en France te mettent sur le devant de la scène. Là-bas c'est vraiment on est dans la masse et vraiment j'ai adoré mon expérience là-bas. Tu es resté combien de temps? Comment se passaient les entraînements, les compètes? Alors donc j'y suis restée 2 fois 1 an finalement parce que j'avais d'abord 1 an d'éligibilité, puis on a réussi à avoir une deuxième année, mais c'était le maximum que je pouvais avoir, puisque je suis partie entre ma quatrième et ma cinquième année de médecine. Ok. Et donc là-bas, j'ai fait un master en lien avec la médecine, en comportement en santé, où j'ai fait mon mémoire sur l'incontinence urinaire des forts chez les athlètes féminines de différents sports. Et puis, j'étais vraiment aussi allée là-bas pour courir et découvrir en fait un nouveau système, une nouvelle culture. Et vraiment, j'ai pas été déçue, hein. C'est-à-dire? Et c'est vrai que là-bas, en fait, les résultats sportifs sont très importants pour les facs parce que ça, c'est vraiment une partie de l'image de l'université. Et donc l'université investit beaucoup dans le sport et c'est aussi le sport aux États-Unis vraiment un moment social où les gens se réunissent en fait, pas forcément qu'ils soient sportifs, mais ils vont aller encourager les personnes qu'ils connaissent ou l'équipe de leur université. Enfin, nous, on se réunit autour des repas. Finalement, eux là-bas, ils se réunissent autour du sport. Et du Ok. coup, le sport est vraiment, une place centrale et tout est fait. Donc, quand on a une bourse dans une université, tout est fait pour aider le sportif à progresser et à représenter au mieux son université. Et donc, vraiment, euh, en fait, c'est les cours qui s'adaptent à l'emploi du temps du sportif, alors qu'en France, c'est l'inverse. C'est nous qui devons nous organiser pour nous entraîner. Enfin voilà, c'est vraiment deux systèmes complètement différents. Mais j'en ai profité à fond pendant 2 ans. Et par rapport à ta blessure au tendon d'Achille,
C'était quoi le contexte? Comment tu te sentais, en termes peut-être d'intensité d'entraînement? Bah, vraiment, je sentais que je montais en puissance. C'était le début de saison et finalement, les championnats n'avaient pas commencé. J'avais raté la saison estivale l'année d'avant parce que, en fait, j'avais une sciatique qui m'empêchait de courir. En fait, dès que j'essayais de courir, j'avais des grosses crampes dans la jambe et finalement, c'était sûrement une hernie discale. Et du coup, là, je savais que c'était ma dernière année. Et donc, bah, j'avais envie de montrer ce que j'étais capable de faire à l'entraînement et de le retranscrire en compétition. Je sentais que j'avais progressé et ouais, je me sentais forte, quoi. Mais j'avais aucun signe avant-coureur de cette douleur au tendon d'Achille. J'avais jamais eu de ma vie, même une petite gêne au tendon d'Achille. Et je me rappelle m'être dit, peut-être dans le mois qui avant cette blessure, il y avait un athlète de l'équipe donc l'équipe masculine, qui était vraiment embêtée par ses tendons d'Achille. Et moi, je me disais, en le regardant, je me disais, enfin, j'espère que jamais je serai embêtée au tendon d'Achille parce que ça a vraiment l'air d'être la galère. Et puis voilà, je m'étais dit ça comme ça, quoi. Et puis bon, finalement, après, c'était mon tour, quoi. Et est-ce que comme lui, du coup, c'était vraiment la galère? Alors bah oui, ça a été vraiment la galère. Maintenant, a posteriori, je peux le dire. Mais sur le coup, je me disais vraiment, enfin, je suis quelqu'un quand même de très optimiste. Et donc, je me projetais un mois, enfin, j'avais confiance dans le fait que j'allais revenir. Mais je savais pas par contre que ça allait être aussi long. Mais peut-être il aurait fallu me le dire, hein. Euh, En fait, j'avais rencontré un chirurgien là-bas parce qu'on m'avait parlé du syndrome d'Adelung. Enfin voilà, on avait été voir le spécialiste du coin là-bas, sachant que tout ce qui est lié aux blessures sportives est financé par l'université quand on a une bourse. Donc j'avais pas ce souci financier d'un point de vue médical. Et en fait, ce chirurgien m'avait dit que c'était pas grave, que j'allais jamais me faire une rupture complète du tendon d'Achille, que si je pouvais tolérer les douleurs, et ben je pouvais courir. Mais en fait, faut jamais dire ça à quelqu'un qui est au pic de sa forme, parce que moi j'ai écouté ce qui m'arrangeait, c'est-à-dire que ce qu'il venait de me dire à ce moment-là, et ben j'étais super contente parce que ça voulait dire que j'allais pouvoir continuer à courir, même si j'avais mal, et ben tant pis, je pouvais courir dessus quoi. Ce que j'ai fait, il aurait pas fallu faire. Et voilà, quand on est athlète, on est focalisé sur son objectif de performance, quoi. C'était quoi justement, ce que tu ressentais? Enfin, qu'est-ce qui te poussait finalement à entendre que, si tu gères la douleur, tu peux courir? Et ben en fait, je savais que j'étais en forme. Enfin, en tout cas, j'avais fait un 5000 la semaine avant ce steep-là ou 2 semaines avant. C'était mon premier 5000 et mon record date toujours de ce 5000-là. Euh, et j'avais l'impression sur ce type que j'avais pas du tout montré enfin, mon niveau en fait. Et donc je restais vraiment sur ma faim. Et j'avais envie de faire une course, enfin que je pensais entre guillemets au niveau de ce que je faisais à l'entraînement. Et donc quand on est athlète, surtout en début de carrière, on regarde vraiment, enfin, on a du mal à voir au long terme en fait. Donc on voit la compétition qui arrive. J'étais qualifiée là à ce moment-là pour les Jeux mondiaux universitaires. Donc pour moi c'était incroyable. J'avais jamais eu de sélection sur piste. Enfin voilà, je voulais pas du tout rater cette opportunité. J'avais vraiment l'impression que après ce serait fini une fois que je rentrerai en France. Je retournerai dans mes études de médecine et ce serait vraiment compliqué d'avoir des sélections ou autre, quoi. OK, donc ce que j'entends, c'était, pour toi, en tout cas, ta dernière chance de pouvoir montrer, d'ailleurs à qui, heu, que tu étais aussi performante aux 3000, C'était vraiment pas pour les autres, c'était plus pour moi, pour me dire, bah voilà, j'ai déjà avoir le chrono en fait, et puis vivre une expérience. Enfin, en fait, je me suis rendu compte en fait en allant aux États-Unis que j'avais possiblement un niveau qui me permettait ou me permettrait d'avoir des sélections en équipe de France senior. Chose qui, avant d'arriver aux États-Unis, me semblait inimaginable en fait. Pour moi, un monde inatteignable et un monde complètement à part. Oui, j'avais l'impression ouais, que c'était ma dernière chance en fait et qu'il fallait que je la saisisse et alors que c'était pas le cas, hein. en tout cas, à ce moment-là, tu te dis: «C'est ma dernière chance de montrer, toutes mes compétences», et en espérant que le sélectionneur de l'équipe de France, enfin, je sais pas si on appelle ça un sélectionneur dans votre milieu, mais voilà, puisse pour que je puisse être repérée ou qu'on mette en compte dans le classement peut-être? Ouais, c'est ça. Alors en fait, en athlète, ce qui est pas mal, c'est que, enfin, dans la plupart des cas, les critères sont quand même assez
assez objectif et il y a des chronos à faire, des minima et ensuite bah, c'est au bilan et si on est plusieurs à avoir fait les minima, bah, c'est les meilleurs ou alors c'est lors d'une confrontation directe, bah, ceux qui arrivent premiers sont qualifiés s'ils ont fait les minima. Donc sur le papier, ça semble assez simple, on va dire, la sélection. Enfin, en tout cas, on a pas mal de critères et donc on sait en généralement si on va être qualifié ou pas. Mais dans ma tête, c'était vraiment, ben là, je peux m'entraîner puisque je suis pas en France, je m'entraîne presque comme une athlète professionnelle. Si c'est pas cette année, qu'est-ce que ça va être quand je vais revenir en France et que j'aurai bah, la médecine à côté en plus, quoi. Pas autant de temps pour s'entraîner, pas autant de disponible mentalement aussi pour le sport. Je voulais revenir sur une phrase que tu as dit, a posteriori, je peux le dire que c'était la galère, parce qu'à l'époque, c'était impossible pour toi de l'envisager ou de le vivre. Ben, en fait, vraiment, je pensais que j'allais revenir très rapidement, que mon tendon n'allait plus trop me gêner, et que de toute façon, s'il me gênait, c'était pas grave, puisque Chir avait dit que je pouvais courir sur la douleur et que ça n'allait pas péter, quoi. Et ben, forcément, du coup, ça s'est chronicisé et progressivement, en fait, j'ai dû réduire mon kilométrage. Donc, je faisais beaucoup de vélo, de home trainer à côté, ce qui me permettait finalement de maintenir mon niveau. Mais c'est vrai que je progressais pas vraiment en fait. On va dire que je limitais la casse et je maintenais un niveau. Et donc j'avais des périodes où le tendon était plus ou moins douloureux. Je savais que si je remettais les pointes, et ben ça reflambait. Et donc j'essayais de jouer avec ça, mais j'étais vraiment sur une ligne de crête quoi. La question de l'impact sur ta carrière est venue à ce moment-là? Comment tu te sentais? Non parce que tous les ans je me disais bon cette année c'est pas la bonne, je vais pas pouvoir refaire de ce type, mais c'est pas grave. L'année prochaine je vais prendre mon temps, l'année prochaine je referai. Finalement, je sais pas, je crois que mon dernier slip, il doit dater de 2019. Et c'est que cette année, là, en 2025, que je me dis que peut-être je vais pouvoir refaire une saison sur piste. Et donc, parce que j'en ai eu, parce que il y avait aussi les JO qui arrivaient à Paris. Et vraiment, mon rêve, c'était de faire le 3000 mètres steeple aux Jeux de Paris. Ok. C'était à l'origine ça mon objectif. Sachant que dans l'équipe avec qui je m'entraînais aux États-Unis, il y avait une Allemande et une Anglaise qui faisaient aussi du steeple. Et qui était en finale d'ailleurs des Jeux sur 3000 steeple à Paris. Donc c'est un objectif, je pense, qui était réaliste. Bon, ça l'a pas fait, mais j'aurais au moins, c'est vrai, aimé essayer. Et du coup, quand j'ai vu que mon tendon ne me laisserait pas courir sur piste, et ben la distance qui me semblait la moins risquée pour mon tendon et la plus accessible entre guillemets, entre gros guillemets, c'était le marathon. Puisque sur marathon, on a des chaussures sur route euh, qui protègent un peu plus quand même les tendons. Bon, j'ai tenté, je suis très contente d'avoir tenté. J'ai pas dit mon dernier mot sur marathon. Bon, ça, les filles ont couru beaucoup trop vite et moi je me suis pris beaucoup trop de murs pour pouvoir me qualifier. Mais je suis contente d'avoir essayé. Ok, donc ta blessure t'a finalement un peu imposé le changement de pratique. Ouais, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Même si finalement, au moment où j'ai décidé de faire du marathon, j'avais vraiment envie de tester cette distance. Ok, donc c'est une opportunité finalement de t'être blessé parce que ou pas parce que sinon est-ce que t'aurais tenté le marathon est-ce que c'est devenu une passion vraiment ou bon tu fais ça parce que un peu à reculons. Non, c'est vrai que ça a été une opportunité de tester cette distance. Maintenant, c'est quand même le marathon, ça demande vraiment du temps à l'entraînement. Donc là, pour l'instant, je mets un peu entre parenthèses de marathon. Enfin, en tout cas, le temps de finir mon internat. Et j'y reviendrai, c'est sûr. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Enfin, c'est quand même une discipline tant qu'on l'a pas un jour, je pense, maîtriser la course entre guillemets jusqu'au bout. Et bah, ça donne envie de refaire parce qu'il y a tellement de choses à améliorer sur la nutrition, sur l'entraînement. Enfin, c'est tellement vaste l'entraînement que ça en devient passionnant, quoi. Par rapport du coup à ta rééducation par rapport à cette blessure bah comment tu t'y es pris parce que il y a eu aussi le Covid qui est passé par là. Ouais, 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 c'est vrai. En 2020, il devait y avoir les championnats d'Europe sur piste organisés à Paris. Et donc là, je m'étais dit, bah pareil, allez, sur 3 multiples, là, c'est mon année, et c'est à Paris, c'est en France, c'est pour moi. Donc là, pareil, je fermais les yeux sur mes douleurs. Parce qu'il y avait ce championnat à domicile et que je savais que bah, j'avais moyen de m'y qualifier. Et bon, le Covid est arrivé, finalement, il m'a un peu sauvée parce que vraiment, j'avais vraiment mal au tendon, en fait. Et du coup, au moment du Covid,
quand tout a commencé à être annulé, je me suis dit bon là je me soigne. J'arrête tout, j'arrête de courir. De toute façon, maintenant on a le temps. Enfin, on sait pas combien de temps on a, mais j'ai l'impression qu'on a le temps. Et donc, du coup, j'ai fait une injection de PRP, donc plasma riche en plaquettes, au niveau du tendon. Alors, en fait, il y a différentes techniques pour ces injections-là. Là, la première fois, on me l'avait injecté dans la bursite. Ça n'avait pas eu beaucoup d'effets. Ça a peut-être un peu renforcé mon tendon, mais finalement, derrière, j'avais vite, les douleurs étaient vite réapparues. Et donc, du coup, j'avais rapidement pris un avis avec un chirurgien. Et je m'étais fait opérer fin 2020, si je me trompe pas. Et donc après, j'étais allée en rééducation au CERS à Cabreton, où je suis actuellement interne en médecine pendant 6 mois. Donc la boucle est bientôt bouclée. Euh, et donc ça m'a laissé quand même tranquille à un moment, puisque finalement j'avais pris là le temps après la chirurgie de bien reprendre progressivement. Et je ne sais pas pourquoi, ça a reflambé pendant la prépa marathon pour les JO, enfin pour la qualification, en tout cas le marathon que je préparais pour essayer de faire les minima. Et du coup, c'était janvier 2024. Là, je me suis dit bon bah je peux plus courir. Enfin, je peux courir mais j'ai mal. Donc je tente une nouvelle PRP dans le tendon et je fais comme si je m'étais fait opérer. Donc c'est-à-dire que je prends mon temps, vraiment comme si j'avais eu une grosse chirurgie. Et donc du coup bah j'ai mis 1 an à revenir à mon meilleur niveau. Mais là, je touche du bois, j'ai vraiment plus aucune douleur. Ok, donc finalement, c'est cette pause forcée et forcée par le Covid et par toi qui fait que bon bah finalement t'as pas perdu ton niveau, mais c'est parce que bah on l'a vu il y a 2 semaines, finalement t'es vice-championne de France. C'est vraiment ça qui t'a permis de retrouver tes performances. Bah alors je pense il y a aussi la passion de la course, que si ça avait été si j'avais pas été aussi passionnée, je pense que j'aurais peut-être lâché parce que quand même c'est dur quoi. Enfin c'est assez ingrat en athlète quand on s'arrête, on perd vite notre niveau quand même. Et du coup on reprend pas à zéro, mais c'est long et dur quoi quand même parce que du coup on se compare quand même aux allures qu'on faisait avant et qu'on n'arrive plus du tout à tenir et on se demande comment un jour on a pu tenir ces allures-là. Mais ouais, j'étais assez optimiste quand même. En fait, je suis très optimiste et assez persévérante. Oui, oui, tu m'étonnes. Avec les différentes blessures, les longues pauses que tu as eues, et aussi ton sport, hein, vraiment, je pense qu'il n'y en a pas persévérant dans ton sport. On laisse tomber parce que autant, bon bah, nous dans le foot, on a l'équipe qui peut nous soutenir. Toi, comment tu as pu avoir du soutien? Ah, c'est sûr que le soutien c'est super important. J'étais vraiment bien entourée par ma famille, par mon conjoint. Euh, les moments où ça n'allait pas, finalement, bah, j'avais d'autres choses sur quoi me raccrocher. J'avais la médecine, parce que du coup j'avais le concours de l'ECN en 2022. Donc du coup quand le côté sportif va un peu moins bien, bah, je me concentre sur d'autres choses, comme la médecine. Ça m'a aussi permis de commencer d'autres activités, enfin de la trompette. J'ai commencé l'apnée avec mon conjoint, que j'ai vraiment bien accroché à ce sport. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses. Quand je peux pas courir, j'ai de quoi m'occuper. Parle-nous de différentes activités que tu as mis en place et tu me racontais en préparant l'épisode à quel point finalement il a compté et à quel point il t'a soutenu dans tes envies, dans tes idées. Parle-nous ouais, de la trompette, de l'apnée, je trouve ça très intéressant. Ouais, bah la trompette, alors j'ai commencé cette activité, bon, en plus l'année du concours, je me disais, oh là là, mais Marie, enfin, t'as déjà plein de choses, et en plus tu te rajoutes une nouvelle activité l'année du concours, là où tout le monde commence à mettre entre parenthèses ses activités, toi tu t'en rajoutes. Mais bon, les entraînements étaient le vendredi soir, c'était quand même sympa de faire une activité avec Quentin. Et donc le vendredi soir de 20h à 23h, de toute façon, le soir, moi, j'arrive pas à travailler, donc je me disais que ça allait être un bon moment, et que ça allait m'apporter d'autres choses. Et vraiment, ça m'a permis finalement de faire comme une sorte de prépa mentale pour l'athlé. Ça m'a appris à me relâcher dans l'effort, dans la confort. Donc finalement, ça m'a donné d'autres outils.
Et puis la trompette, en fait, j'avais toujours dit à Quentin, quand j'aurai le temps, plus tard, mais moi je m'imaginais à la retraite, quoi. Et ben, j'aimerais bien faire de la trompette. Et en fait, il avait retenu ça. Et le jour de mes 30 ans, il m'a offert une trompette. Et donc, et ben voilà, je me suis mise à la trompette. Alors, je suis pas très régulière, hein. Là, en ce moment, bah, comme je cours, j'en fais plus trop. Mais les périodes où j'étais blessée, ben, je me suis bien amusée à débuter la trompette. C'est important pour toi bah voilà, de développer un peu ses passions pour retrouver peut-être un équilibre? Bah oui, oui. Et puis, je pense que c'est important d'ouvrir ses horizons, en fait. Je pense que ça doit être extrêmement difficile et je trouve vraiment courageux les sportifs qui osent se dédier à 100% dans leur sport parce que le jour où, bah, où il y a un grain de sable qui arrive, où il y a une blessure ou autre chose, ou alors que les résultats sont pas à la hauteur de l'investissement, et ben ça doit vraiment être dur de rebondir là-dessus. Alors que certes, c'est pas facile de s'organiser tous les jours avec la médecine à côté, mais finalement, je trouve que ça donne un certain équilibre quand il y a un aspect qui est plus difficile, et ben pas on se réfugie dans l'autre, mais du coup on se concentre un peu plus sur ce qui va bien, quoi. Ça permet, j'entends, de lâcher prise un peu sur les performances sportives, voilà, de se concentrer ailleurs pour revenir finalement encore plus forte dans le sport, quoi. C'est un outil à disposition, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, même si j'ai pas fait ça pour avoir cet outil en fait. C'est-à-dire que j'ai progressé quand j'ai commencé médecine, jamais je m'imaginais pouvoir un jour rêver aller au JO quoi en fait, ou même porter le maillot de l'équipe de France. Enfin, en fait, pour moi, si j'avais pas de sélection chez les jeunes, c'était impossible d'en avoir chez les seniors. Et et en fait, j'ai progressé au fur et à mesure de mes années d'études et surtout quand je suis allée aux États-Unis. Par rapport à tes différentes blessures, dans quelle mesure tu peux faire un lien sur peut-être ton état mental? Est-ce je sais pas, est-ce qu'il y avait une pression et est-ce que tu arrives à faire des liens sur comment tu te sentais? Alors je pense que j'ai beaucoup évolué là-dessus. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais beaucoup dans le déni de la blessure et à me dire que j'allais revenir très vite et, et je voyais vraiment que au court terme. Maintenant, je réussis beaucoup plus à voir sur le long terme et bah, mes années de blessure m'ont permis de comprendre que l'entraînement croisé était tout aussi efficace que l'entraînement juste courir. Et donc là, par exemple, avant les championnats de France de cross, j'ai eu un lumbago. C'est la première fois que j'avais un lumbago qui m'a vraiment cloué au lit et qui m'a empêché de courir. Enfin, j'ai eu trois lumbagos, enfin c'est trois épisodes de douleurs lombaires qui m'ont empêché de courir pendant 4-5 jours à chaque fois. Et là, bizarrement, j'avais pas du tout été stressée. J'ai vraiment, je me suis dit bon bah, de toute façon, pour que ça s'améliore, il faut que je me repose. Et après, ben, j'ai fait du vélo. Et puis, j'ai pas du tout stressé, j'ai pas du tout douté sur le fait que j'allais perdre mon niveau ou que j'allais progresser. En fait, moi, je me disais vraiment bah, en fait, les séances que je me fais sur vélo là. Je serais jamais allée aussi dans le dur en course à pied, donc finalement, eh ben, ça va m'aider pour la Cheval de France, quoi. OK, et donc si, toutes tes blessures étaient un super pouvoir, ce serait lequel pour toi? Alors, c'est pas un super pouvoir quand même, parce que j'aurais préféré ne pas me blesser, mais Et en même temps, ça te permet d'être vice-championne, de France, de prendre du plaisir, de moins être stressée. ouais, c'est vrai. Non, c'est une question super difficile. Je sais pas y répondre. Tout à l'heure aussi, tu parlais de quand on est blessé ou même, juste en tant qu'athlète, on a tendance à se comparer. Est-ce que tu peux enfin, peut-être nous en dire plus sur, justement cette folle envie de toujours se comparer et à quel point, bah, c'est encore plus difficile peut-être blessé? Ouais, alors, moi, quand je me comparais, c'était vraiment par rapport à mes performances d'avant blessure. Je me comparais pas vraiment par rapport aux autres en fait. Mais je sais que les réseaux sociaux, ça peut être vraiment super difficile en période de blessure quand on voit bah, finalement parce que les autres ils continuent de progresser, il y a les championnats de France, il y en a qui sont médaillés, enfin voilà. Et nous on n'est pas là pour défendre nos chances quoi. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à s'en détacher et je pense que ça peut être très compliqué les réseaux sociaux en période de blessure si on n'est pas bien entouré et si notre fil d'actualité et en fait n'a qu'un thème en fait. Donc ouais, ça
ça peut être difficile. Donc tu t'es abonné à des apnéistes ou des trompettistes? Bah, c'est exactement ça. J'ai des apnées, trompettes, bon, athlée quand même, et médecine. Comment t'as géré par rapport aux entraînements? Donc tu parlais d'entraînement croisé. Est-ce que tu restais avec ton groupe d'entraînement? Comment tu gérais ça? Alors donc aux États-Unis, on était quand même souvent une ou deux à être blessés en même temps. Et donc vraiment j'ai découvert un peu l'entraînement croisé vraiment aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de vélo, du vélo stationnaire, hein, mais on faisait des séances dessus. On faisait de l'aquajogging, de la natation, et ça même quand on n'était pas blessé finalement après. Donc ça je l'ai vraiment gardé des États-Unis. Et au fur et à mesure, on va dire que je me suis masterisée malheureusement dans l'aquajogging, etc. Tel point que malheureusement j'ai associé la piscine à la blessure et que du coup j'ai vraiment beaucoup de mal à aller nager alors que j'aime bien ça, mais j'associe ça beaucoup trop ça à la blessure. Et ouais, et en France quand je suis blessée, bah, souvent, donc mon entraîneur me dit souvent, bah là c'est plus un rôle d'entraîneur, c'est un, enfin t'es dans la rééducation, donc c'est ton médecin, ton kiné qui te suivent et qui vont te guider. Et moi c'est vrai que j'aime bien me couper. Alors il y en a qui préfèrent rester avec le groupe. Moi je préfère me couper du groupe parce qu'en fait je sais que si je retourne sur la piste, que tout le monde s'entraîne, bah je vais pas m'écouter. Je vais vouloir faire comme eux et je, je vais aller courir sur la douleur alors que je devrais pas. Et du coup quand j'étais blessée, bah, je m'écartais un petit peu du groupe pour pouvoir m'écouter un peu plus facilement et m'arrêter quand mon tendon me disait de m'arrêter en fait. Alors c'est important que tu partages ça, qu'on n'est pas obligé d'être aux entraînements, parce qu'en effet ça peut être aussi difficile. Mais comment t'as quand même gardé un lien avec ton équipe? Oui, bah alors c'est sûr que la majorité de mes amis sont dans l'athlétisme et parce que c'est eux finalement que je vois le plus régulièrement, quasiment tous les jours, euh, quand je, quand je suis pas blessée. Et donc je gardais contact avec eux bah, via le groupe WhatsApp du groupe et puis j'avais quand même mon entraîneur régulièrement ou mes entraîneurs régulièrement au téléphone quoi. Aujourd'hui, si on fait un retour en arrière de tout ce que tu as vécu en blessure, qu'est-ce qu'elles t'ont apporté sur le plan personnel et professionnel, que ce soit dans le sport ou peut-être pour la médecine? Alors, ben, sur le plan professionnel, c'est sûr que ça m'aide parce que donc, moi j'ai choisi la spécialité de médecine physique et de réadaptation. Et en plus, en ce moment, je suis au CERS, donc au Centre européen de rééducation du sportif à Cabreton. Et donc, ben, le fait d'avoir vécu ce que les patients que je suis actuellement vivent, et ben, ça me permet de temps en temps de sortir mon arme secrète, on va dire, et de leur dire, ben voilà, en fait, j'ai déjà été à votre place et j'ai déjà essayé d'aller plus vite que la musique et ça n'a pas marché. Et donc, finalement, ben, je les sens aussi parfois un peu plus à l'écoute euh, et attentifs. Du moins, j'ai l'impression que que si j'étais simplement entre guillemets médecin. Ben oui, c'est clair, tu crées directement une alliance parce qu'elles se disent, bon, enfin un médecin qui me comprend pour de vrai. Ouais. Alors, je sais pas, faudrait leur demander à eux ce qu'ils en pensent. Mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Bon, après, j'aime pas non plus le crier sur les toits et je garde vraiment ça bah, quand je sens que ça peut aider, quoi. Et sur le plan personnel, est-ce que tes blessures, qu'est-ce qu'elles ont pu t'apporter? Et je pense qu'elles m'ont apporté, elles m'ont appris à être patiente. Et en quoi ça t'aide justement d'être plus patiente? Mais ça me permet de me projeter sur le plus long terme et finalement de moins mal vivre les périodes où tout ne va pas comme sur des roulettes, quoi. Et ouais, t'as l'objectif loin, t'as tes différentes étapes, mais bon, ça reste le processus. C'est pas, tu le vis plus comme un échec de tout est foutu, quoi. Ouais, et puis je me mets moins la pression aussi à me dire que c'est ma dernière chance. Ah non, parce qu'en fait, bah, il y aura d'autres opportunités et puis il y a plein d'autres choses en dehors de l'athlétisme et des compétitions. Tu parlais que ton entraîneur, quand tu étais en période de rééducation, te proposait de faire confiance à ton médecin, ton kiné. Euh, Quel était son rôle à ce moment-là? Comment lui, il a pu t'accompagner, être toujours présent pour toi? Oui, alors en fait, donc j'ai rencontré aussi un autre entraîneur à Font-Romeu qui lui entraîne donc des athlètes et aussi pas mal de triathlètes.
mon entraîneur à Brest, Laurent Lebras, m'avait dit que bah lui, il était compétent en athlétisme, mais pas dans l'entraînement croisé, et que en fait, ça dépassait son champ de compétences d'entraîner quelqu'un de blessé, qu'il n'avait pas envie de faire de bêtises. Et donc voilà, il m'a fait confiance et il m'a laissé faire un peu comme je voulais. Du coup, moi, je me suis entourée, bah, je prenais les avis de mon kiné, du médecin qui me suivait et j'ai rencontré un entraîneur, donc Pierre Pompili à Font-Romeu, qui lui entraîne des athlètes et pas mal de triathlètes. Et donc finalement, j'ai commencé à faire pas mal d'entraînements croisés avec lui. Donc quand j'étais blessée, finalement, c'était Pierre Pompili qui me donnait les séances sur vélo, en aquajogging, en natation. Et quand j'ai pu reprendre progressivement la course, et ben en fait, je disais à Laurent, ben voilà, là je suis à 100%. Enfin voilà, en ce moment je peux faire des footings. Aujourd'hui, je suis à 100%, c'est-à-dire quand je lui disais que j'étais à 100%, ça voulait dire bah tu peux me donner n'importe quel type de séance, je sais que je pourrais aller jusqu'au bout et la faire sans risque. Ou parfois je disais bah là je sens que mon tendon il est à 80%, donc on était un peu plus prudent. Ok. Donc il s'adaptait vraiment à toi, comment tu te sentais. En tout cas, il essayait parce que c'est pas facile hein, pour un entraîneur de savoir. Et puis souvent aussi, ben amené par le groupe à l'entraînement, moi j'avais aussi beaucoup de mal à m'écouter, donc parfois bah j'allais trop loin. Et aujourd'hui, c'est plus facile de t'écouter? Je pense que c'est plus facile, mais je reste quand même prudente. C'est-à-dire que je pense que selon les périodes de l'année, il faut que je fasse un peu plus attention quand même. Là, par exemple, ça va être un sacré challenge, je pense, de revenir sur la piste et de refaire des compétitions sur piste parce qu'il va y avoir les entraînements en pointe. Enfin, il va falloir en faire en tout cas pour pouvoir me réhabituer aux pointes et ne pas me blesser justement quand j'enchaînerai les compétitions sur piste, quoi. Donc on va voir, là, ça va être un nouveau challenge. Justement, quels sont tes futurs projets? Et bah, j'ai eu du mal à me projeter parce que vraiment mon objectif là de la saison, c'était les championnats de France de cross. C'était mon seul objectif. Et après, je voulais faire un semi derrière, donc bah, j'ai fait le semi de Paris où j'étais vraiment contente du résultat. Et en fait, c'est vrai que derrière, je m'étais pas vraiment projetée parce que bah, justement, je suis dans l'incertitude par rapport à mon tendon et aussi par rapport à la médecine puisque en fait, tous les 6 mois, donc au 1er mai et au 1er novembre, tous les internes de France changent de stage. Et donc au prochain semestre, donc à partir du mois de mai, je serai en pédiatrie avec beaucoup de garde. Et c'est vrai que je sais pas trop comment je vais pouvoir m'entraîner et j'espère que le cumul de la fatigue ne va pas, enfin, je sais que je serai plus à risque de blessure. Et donc, il va falloir que je fasse attention. Être attentive à comment tu es en forme ou pas. Ouais, c'est ça. Mais j'ai vraiment envie de refaire de la piste, quoi. Comment tu vas faire justement pour étudier un peu ta forme? Je sais pas. Non, je pense vraiment on va y aller au feeling avec le temps et on va fonctionner de manière opportuniste, en fait, je pense, parce que ça va être difficile de se projeter. Pour le coup, là, ça va être difficile de voir sur le long terme. Enfin, si on peut voir sur le long terme, c'est-à-dire dans 2 ans, quand j'aurai fini mon internat. Mais là, on va faire enfin, les choses de manière un peu plus opportuniste et progressive aussi quand même. Et à 2 ans, du coup, t'as des projets ou non, c'est juste la fin de ton internat Ouais, c'est ça. Dans 2 ans, ce sera la fin de mon internat et donc je serai un peu plus libre entre guillemets, même si j'ai été vraiment beaucoup et je suis encore beaucoup soutenue par l'université de Bretagne occidentale à Brest et par les équipes de médecins et de rééducateurs dans les différents services dans lesquels je passe. Ils me soutiennent beaucoup dans mon double projet. J'ai pu aménager par exemple mon deuxième semestre que j'ai fait à mi-temps sur un an. Mais bon, là quand même, j'ai hâte de terminer. Donc je pense que je vais y aller par la voie directe. Et je me dis qu'après, bah, peut-être prendre un temps partiel. J'ai du mal à me projeter encore. Mais j'espère pouvoir continuer à faire les deux le plus longtemps possible. ok. Et si tu pouvais remonter le temps et parler à la version de toi au moment de ta ou de tes blessures, qu'est-ce que tu dirais? Et ben je dirais, Marie, sois patiente. Parce que finalement, euh, ça va te permettre de revenir plus vite. Et enfin, quel message t'aimerais transmettre aux auditeurs, qu'ils soient sportifs ou pas, mais qui traversent en tout cas des épreuves de pause forcée? Alors, c'est pas une question facile parce que je pense que chaque personne est différente et du coup, les conseils qu'on pourrait donner à l'un sont pas forcément ceux qui vont permettre à une autre personne
de garder le cap. Mais je dirais justement peut-être de s'entourer, d'avoir un entourage soutenant qui justement pourra leur donner les bons mots et leur donner les bons conseils et peut-être se concentrer sur d'autres passions. Merci beaucoup Marie pour cet échange inspirant. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Sur les réseaux sociaux, Instagram, donc c'est Boucharette, Marie Bouchard, et sur Facebook, c'est Marie Bouchard à tête. Est-ce qu'il y a un ou une sportive fêlée dont tu aimerais écouter l'histoire dans un prochain épisode? Alors, il y en a plein. Alors forcément, moi, comme je suis dans l'athlétisme, je connais des athlètes qui sont blessés. Il y a Margot Chevrier, qui est perchiste et qui s'était blessée peu de temps avant les Jeux de Paris sur, euh, sur un championnat en salle. Elle est aussi étudiante en médecine et je pense que son année n'a pas dû être facile pour elle, mais elle a l'air de vraiment garder la pêche et garder son optimisme et je pense que peut-être c'est quelqu'un qui pourrait aider de par son parcours d'autres athlètes. Merci beaucoup Marie. Merci à toi, merci pour l'invitation. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Fêlé, votre blessure vaut de l'or. J'espère que notre échange vous a inspiré à voir vos propres épreuves sous un nouveau jour. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Pour ne rien manquer de sa sortie, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de me suivre sur les réseaux sociaux sensation.coaching. Cet épisode vous a touché ? Pensez alors à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à laisser une note positive. Ça m'aide énormément à faire grandir cette belle communauté de fêlés. Si vous avez envie d'entendre l'histoire de votre sportif préféré qui a su rebondir après sa blessure, écrivez-moi directement. J'adorerais connaître vos suggestions. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre propre parcours et bénéficier de mon accompagnement en coaching, en individuel ou en collectif, rendez-vous sur sensation-coaching.com. À très bientôt pour de nouveaux témoignages inspirants et d'ici là, prenez soin de vous.